Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa, me voici de retour pour continuer notre visite de l'exposition sur l'architecture contemporaine en bois au musée municipal de Jiayi. Mais avant tout, attardons-nous sur les raisons qui ont poussé à s'intéresser au bois le designer Chen Jiantong et l'architecte Tsai Ming-ting qui m'accompagnent dans cette visite. Pour Chen Jiantong, après avoir étudié l'architecture puis travaillé dans le domaine du design, il a ressenti le besoin de créer des objets de ses propres mains. Il a alors commencé à bricoler avec du bois de récupération. Cela le rendait heureux de donner une nouvelle vie à de vieux morceaux de bois en les transformant en des objets dont il avait besoin dans sa vie quotidienne. Par la suite, il a rejoint l'équipe de Yumu Zhiyan, qui rassemble des passionnés d'architecture et de design en bois. Chen Jiantong utilise désormais souvent le bois pour des projets concrets réalisés avec ses étudiants à l'université Donghai. Quant à Tsai Ming-ting, ses motivations sont un peu différentes. Il s'intéresse à ce matériau depuis qu'il est jeune, parce qu'il a remarqué que quand il se trouve dans une pièce en bois, il se sent serein. En master d'architecture, il a donc axé ses recherches sur le bois et il a réalisé la grande diversité de ce que l'on peut construire avec ce matériau. Pour lui, dans un bâtiment en bois, chaque partie a presque une vie singulière. Chaque morceau de bois y met un peu du sien pour porter le bâtiment, chacun à sa manière, avec sa personnalité. C'est très différent d'un bâtiment en béton où chaque colonne est identique. Pour Tsai Ming-ting, l'architecture en bois, ce n'est donc pas que de la technique, il y a aussi une place pour l'imagination. Je peux très bien le comprendre lorsqu'il dit qu'il se sent bien dans une pièce en bois. D'ailleurs, cela a même été prouvé par des études en psychologie. Par exemple, dans l'exposition, il y a une jolie pièce dans laquelle on aurait bien envie de s'installer pour prendre un thé. Elle a été réalisée avec une structure en bambou tressé, l'ossature des murs de maisons traditionnelles, qui sont ensuite recouverts de torchis et de chaux. J'en ai parlé dans l'émission sur les petits murs qui dansent. Dans l'exposition, on voit que même sans le torchis, l'ossature en bambou rend l'atmosphère très agréable. Par ailleurs, c'est intéressant que dans une exposition sur l'architecture contemporaine, cette technique traditionnelle soit aussi exposée. Cela permet de faire un lien avec les anciens savoir-faire. Chen Jiantong précise qu'il y a aussi un autre message. Pour quelqu'un qui aurait envie de construire soi-même sa maison, ce serait dommage d'utiliser du béton. Les matériaux naturels offrent tellement de possibilités et ce n'est pas très difficile à utiliser. On voulait aussi montrer dans cette exposition que le bois n'est pas réservé uniquement aux entreprises, qu'on peut aussi l'utiliser pour construire des choses simples par soi-même. Passons maintenant aux bâtiments contemporains qui sont le sujet principal de l'exposition. Savez-vous jusqu'à combien d'étages on peut construire en bois ? Eh bien justement, un bâtiment en bois de 20 étages vient d'être inauguré en Suède. Il atteint plus de 80 mètres de haut. Jusqu'à ces dernières années, c'était plutôt les États-Unis et le Canada qui avaient les bâtiments en bois les plus hauts, atteignant une 50aine de mètres. La construction de ces gratte-ciels a été permise par les nouvelles techniques dont nous avons parlé la dernière fois, notamment le bois d'ingénierie appelé bois lamelé croisé ou CLT. Il est produit en collant entre elles des lamelles de bois. Ça devient ensuite d'énormes poutres et panneaux qui peuvent résister à une très grande pression. Toutefois, dans ces gratte-ciels, il y a le plus souvent encore un peu de béton. Tout n'est pas forcément entièrement en bois. Dans l'exposition, les maquettes reproduisent des bâtiments japonais, américains et taïwanais. Pourquoi des maquettes américaines et japonaises ? Eh bien parce que ce sont les pays que les Taïwanais prennent le plus souvent en exemple, mais il y a aussi d'autres raisons. Taïwan importe la majeure partie de son bois de construction d'Amérique du Nord et par conséquent, un partenariat a été établi avec l'Institut américain à Taïwan pour cette exposition. Concernant le Japon, la coopération est déjà établie depuis longtemps. Tsai Ming-ting a étudié au Japon et là-bas, il a rejoint l'association Timberize, traduite en chinois par Gaocheng Mugouzhao Xiehui. Cette association, formée il y a une dizaine d'années, promeut les constructions en bois de plusieurs étages au Japon et à Taïwan. Tsai Ming-ting et ses collègues avaient d'ailleurs déjà organisé d'autres expositions à Taïwan en collaboration avec Timberize. Mais cette exposition-là, à Jiayi, est plus complète que les précédentes. Certaines maquettes présentent des bâtiments au design intéressant, mais je dois dire que j'ai quand même été un peu surprise de la structure de certains gratte-ciels en bois.
En fait, il s'agit parfois d'un simple quadrillage. À part le matériau bois, il n'y a pas vraiment de différence avec un gratte-ciel en béton. Ça m'a interpellée, je me suis demandé quel était l'intérêt d'utiliser d'énormes quantités de bois pour construire sur le modèle du béton. Bien entendu, l'empreinte carbone du béton est beaucoup plus élevée que celle du bois, qui lui, au contraire, stocke le CO2. Mais le bois, bien que ce soit une ressource renouvelable, n'est pas un matériau si abondant. Il faut attendre entre 30 et 50 ans pour que les troncs atteignent une taille suffisante pour la construction. Et la biodiversité des forêts plantées est beaucoup moins variée que celle des forêts qui se régénèrent naturellement. Alors si nous développons l'utilisation du bois à la place du béton pour construire des gratte-ciels toujours plus hauts, sans faire évoluer nos modes de vie et d'habitat, est-ce vraiment une solution durable ? Est-ce que l'utilisation de matériaux naturels devrait nous encourager à construire toujours plus et toujours plus haut ? La sobriété n'est-elle pas également un enjeu ? Ces questions restent ouvertes et bien entendu, les réponses dépendent du contexte démographique et environnemental local. L'exposition présente aussi des maquettes de construction qui ne sont pas nécessairement grandes, mais qui ont un design très original. C'est notamment le cas des maquettes de construction réalisées à Taïwan ces dernières années. Un pont pour piétons dans la région de Taichung, une église à Tainan, la gare de Zhoushan, le musée des beaux-arts de Jiayi, etc. Personnellement, ça m'a fait penser à l'expression « small is beautiful », comme quoi on peut construire de manière très créative avec le bois en restant à taille humaine. Et bonne nouvelle, ça a déjà commencé à Taïwan. J'ai quand même demandé à Tsai Ming-ting pourquoi à Taïwan les bâtiments en bois étaient jusqu'à présent plutôt de petite taille et pourquoi Taïwan n'avait pas encore de gratte-ciel en bois. Il m'a répondu que c'était notamment en raison de la réglementation qui interdit de construire plus de 4 étages en bois. Il y a un moyen de contourner les contraintes de la loi taïwanaise, en déposant une demande pour nouveaux matériaux, nouvelles techniques. Mais dans ce cas, il faut dépenser beaucoup d'argent pour faire des tests scientifiques, afin de montrer que le matériau et la technique qu'on utilise permettent d'obtenir un bâtiment qui répond aux normes de sécurité, et il faut ensuite faire valider ces résultats par les autorités. Pour un grand nombre d'entreprises, c'est une procédure trop coûteuse. Les centres de recherche reçoivent certes des subventions pour faire des expérimentations, mais 95% de ces fonds sont consacrés au béton, 4% à l'acier, les 1% restants aux autres matériaux. Autre obstacle qui est spécifique à Taïwan, c'est la quasi-impossibilité de faire un prêt bancaire pour construire un bâtiment en bois. Si c'est un projet public, il n'y a pas de problème, mais si c'est un projet privé, obtenir un prêt bancaire, c'est un vrai parcours du combattant. À Taïwan, la réglementation du ministère de l'économie stipule que la durée de vie des constructions en bois est estimée de 8 à 10 ans seulement. Donc les banques ne peuvent pas faire de prêts sur plus de 10 ans environ. Pour la plupart des investisseurs, c'est une pression trop importante. Les constructions en béton, en revanche, sont considérées par la réglementation comme pouvant avoir une durée de vie de 50 ans environ. Donc on peut faire un prêt sur 20 ou 30 ans. Le Japon n'a pas le même problème. Si l'on veut que les constructions en bois se développent à Taïwan, il faudrait modifier cette réglementation. Pour promouvoir les constructions en bois à Taïwan, M. Chen et M. Tsai sont d'accord sur le fait que le plus grand obstacle, ce sont les idées reçues. Beaucoup de Taïwanais ont selon eux des idées fausses sur le bois. Ils ne croient pas que l'on puisse construire des bâtiments de plusieurs étages avec ce matériau. Cette exposition montre que cela est tout à fait possible techniquement et que c'est déjà le cas à l'étranger. À Taïwan, pour faire évoluer la réglementation, il faudrait donc d'abord réussir à faire évoluer les mentalités. J'ai demandé à Tsai Ming-ting si l'objectif que le gouvernement taïwanais s'est fixé d'être neutre en carbone d'ici à 2050 n'allait pas finalement contribuer au développement de l'utilisation du bois, en particulier du bois taïwanais, dans la construction. Je pense que cela pourrait encourager les constructions en bois de Taïwan, mais ce n'est pas du tout sûr, car ça dépend aussi du développement d'une filière industrielle. Il y a beaucoup d'obstacles parce que le développement de la sylviculture a été interrompu pendant longtemps à Taïwan. Nous n'avons donc pas de filière très complète dans le domaine du bois. Même si nous avions la possibilité de couper plus d'arbres, nos capacités de stockage, de tri et de transformation du bois en aval ne pourraient pas suivre dans l'état actuel des choses. Nous avons encore un long chemin à faire. Cela ne suffit pas de planter des forêts. Il faut aussi avoir suffisamment d'usines ou d'ateliers de transformation du bois. Et ce n'est pas encore très développé à Taïwan. Si le gouvernement encourage le développement d'une telle filière industrielle,
Cela pourrait accélérer les choses, mais beaucoup de Taïwanais ont encore des stéréotypes sur le matériau bois en construction. Donc pour le gouvernement, cela ne va pas de soi. Je constate quand même qu'il y a de plus en plus d'organismes qui promeuvent les planchers ou les parpaings en bois de Taïwan. C'est déjà un bon début. Alors par où commencer à Taïwan pour promouvoir les constructions en bois ? Ce serait plus facile et rapide que ce soit la puissance publique qui commence à construire de grands bâtiments en bois. Déjà, la loi limite les bâtiments en bois à 4 étages à Taïwan, mais en plus il faut faire des tests de résistance de la structure, de résistance aux incendies, etc. Cela reviendrait très cher pour une entreprise. Au Canada, j'ai trouvé ça très intéressant. Les autorités ont coopéré avec une université pour construire un grand bâtiment en bois. Cela a donné l'occasion aux chercheurs de cette université de faire de nombreux tests. Ils ont rendu publics les résultats de ces tests et cela a été ensuite très utile aux entreprises qui ont pu à leur tour développer la construction en bois sur la base des recherches qui avaient été prises en charge par le secteur public. Chan Jiantong partage ce point de vue sur l'impulsion que pourrait donner la puissance publique. Je pense que le gouvernement pourrait jouer un rôle actif en octroyant des subventions aux projets de construction qui utilisent du bois local, comme c'est le cas au Japon, car c'est une bonne chose de favoriser le bois qui provient d'ici. Une autre chose que le gouvernement pourrait faire, c'est dans les appels d'offres publics, donner la priorité au bois ou au bois de Taïwan sur le béton. Si le gouvernement montre l'exemple, cela motivera les industriels à investir dans le développement d'une filière bois à Taïwan. Ces derniers mois, en raison notamment de la demande nord-américaine qui grimpe en flèche, le prix du bois a beaucoup augmenté. J'ai demandé à Tsai Ming-ting si cela pouvait contribuer à encourager le développement de la sylviculture et du bois taïwanais pour réduire la part du bois importé. C'est en réalité beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. L'augmentation du prix du bois sur le marché international ces derniers mois, ça nous incite à la réflexion. Bien sûr, développer les constructions en bois, c'est positif pour l'environnement. Mais est-ce que c'est faisable sur le plan économique, ça reste à voir. Notre spécificité à Taïwan, c'est que nous avons très peu de bois local pour construire. Nous sommes très dépendants des importations de bois. Donc faut-il forcément construire autant de bâtiments en bois que dans d'autres pays? Pas forcément. Comme nous sommes habitués aux constructions en béton et en acier, on peut simplement promouvoir le bois taïwanais pour le plancher et les murs par exemple. Ou bien comme construction légère sur le toit des immeubles. Cela serait plus facile de commencer par là, à la fois en termes d'acceptation de la population et sur le plan de la rentabilité économique. Nous ne devons pas forcément suivre ce qu'en font les autres pays. Nous n'avons peut-être pas les conditions adéquates pour construire de très hauts bâtiments en bois ici, mais on pourrait réfléchir à comment insérer davantage de parties en bois dans les bâtiments que nous construisons. Cela correspond peut-être davantage à ce dont Taïwan a besoin. Pour Chan Jiantong, comme la sylviculture durable et la filière bois ne sont pas encore très développées à Taïwan, il faut avancer progressivement. Actuellement, le bois taïwanais est encore peu utilisé, car il est plus cher que le bois canadien ou japonais. C'est peut-être un peu bizarre de se dire que le bois qui vient d'ici est le plus cher. En fait, plus il y a de demandes, plus la production augmente. Et grâce aux économies d'échelle, le prix baisse. À Taïwan, on n'en est pas encore là. Mais je pense que dans les projets d'architecture, il faudrait qu'il y ait au moins une partie du bois qui provienne de Taïwan pour favoriser les circuits courts. Ce n'est pas la peine que tous les projets utilisent du bois de Taïwan, mais si 10% ou 20% des projets utilisent du bois d'ici, c'est déjà positif. M. Chen et M. Tsai précisent que même si cette exposition présente des réalisations architecturales japonaises et américaines, cela ne peut pas être reproduit tel quel à Taïwan. Il faut bien sûr adapter au contexte local. Comme les Taïwanais ont encore souvent des idées reçues sur le bois, on pourrait par exemple développer des bâtiments mixtes, construire quelques étages en bois sur un rez-de-chaussée en béton par exemple. En tout cas, les architectes taïwanais ont déjà commencé à plancher sur des bâtiments de grande envergure en bois. Pour cette exposition, ils ont réalisé des maquettes qui sont vraiment très belles, comme vous pouvez le voir sur les photos du site de cette émission. Il est certain que si ces bâtiments voient le jour à l'avenir, ils donneront à Taïwan une forte visibilité à l'international pour l'originalité de leur design. Force est de constater qu'actuellement, la municipalité la plus pionnière pour promouvoir le bois dans l'architecture à Taïwan, c'est justement Jiayi.
La municipalité ne se contente pas de son surnom de capitale du bois, qui date de l'époque japonaise. Elle voudrait aussi devenir la capitale du bois 2.0. Et elle a déjà posé de premiers jalons, notamment avec le musée des Beaux-Arts, inauguré l'an dernier, et auquel je consacrerai la prochaine émission. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.